Mi dispiace che non posso parlare italiano. È una vergogna per l'histoire del Méditerranée. Je vais donc devoir me reporter au français en vous demandant de bien vouloir m'en excuser. Monsieur l'ambassadeur, chère Brigitte, Laura, je suis ravi de cette invitation qui me permet de parler dans un lieu aussi extraordinaire. Mesdames et messieurs, c'est vraiment un grand honneur que de pouvoir parler de Rome après Rome après Rome dans la vraie Rome, l'éternelle Rome. Et je vais essayer de vous donner un aperçu général de la manière dont l'héritage romain, et je conjugue Rome, byzantine, Constantinople et constantinier, la version turque et ottomane de Constantinople. Je vais donc vous donner un aperçu général de la manière dont cet héritage a été récupéré, utilisé ou parfois, souvent, ignoré par les Ottomans. Permettez-moi de commencer en reconnaissant ma dette envers celui qui m'a inspiré pour le titre que j'ai donné à cette première conférence de mes lectures méditerranéennes, touchant l'Empire ottoman et ses rapports avec les mondes méditerranéens et occidental à travers les siècles. Je veux parler de l'historien roumain Nicolae Iorga, qui publia en 1935 un ouvrage portant le titre évocateur de Byzance après Byzance. L'objectif et le défi de Iorga était de prouver que l'Empire byzantin avait réussi à survivre après la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. Si j'ai emprunté à Iorga la séduisante formule qu'il avait trouvée pour exprimer l'idée d'une continuité entre les empires byzantins et ottomans, je me suis permis de la détourner en la recentrant sur Rome, de manière à chevaucher non 2, mais 3 empires. Après tout, si c'est au XVIe siècle que le terme byzantin fit son apparition et au XIXe qu'il fut appliqué à ce qu'on appelait encore le Bas Empire, et si ces dirigeants et sujets se nommaient eux-mêmes romains, Roméos, il paraît légitime d'insister sur une continuité qui prendrait ses sources en amont de Byzance. Évidemment, tout récit de continuité impériale se doit d'être centré sur Rome, ou plutôt sur les 3 Roms, la cité sur le Tibre, la nouvelle Rome de Constantin, et enfin Constantiniye, du nom que lui donnèrent les Ottomans après la conquête. Il faudrait faire débuter ce récit en décrivant comment, le 29 mai 1453, la conquête de la ville par les troupes du sultan Mehmed II mit un terme à près d'un millénaire et demi d'existence de l'Empire romain. Évidemment, bien plus qu'une véritable continuité temporelle, c'est à une construction rétrospective fondée sur des souvenirs et des prétentions de continuité, souvent distordues, que nous sommes confrontés. L'appropriation de symboles, d'événements ou de héros, dans le but d'échafauder une séquence de moments et de phénomènes que l'on suppose liés dans le temps et par le sens. Toutefois, ce qui différencie les Ottomans des autres acteurs de ce même récit, c'est qu'ils sont les derniers venus. Pis encore, ils viennent d'ailleurs et font figure d'intrus dans un récit dont les principaux protagonistes sont censés être issus du même milieu culturel et faire partie de la même civilisation. D'un certain point de vue, leur rôle pourrait être comparé à celui des barbares qui, presque 1000 ans auparavant, avaient mis fin à l'Empire romain, inaugurant ainsi, nous dit-on, le Moyen Âge. En 1453, ce sont les Turcs, entre guillemets,
qui jouèrent à peu près le même rôle en enterrant l'Empire romain d'Orient et, selon certains, en clôturant le Moyen Âge pour amorcer la période moderne. Il ne fait guère de doute que la notion de continuité est bien plus problématique que celle de rupture. Souvenons-nous du célèbre chronogramme composé pour célébrer la conquête de Constantinople, Kafire Kıyamet, ou calamité pour les infidèles, une expression apocalyptique exprimant toute la haine que pouvait provoquer un conflit entre les civilisations de l'islam et de la chrétienté. N'était-ce pas la preuve suffisante, n'était-ce pas là une preuve suffisante de ce que l'événement était perçu par les nouveaux maîtres de la ville avant tout comme un coup décisif porté à l'ennemi, le coup de grâce qui annonçait leur victoire prochaine sur les infidèles. Après tout, cette conquête n'avait-elle pas été prophétisée par Mahomet lui-même lorsqu'il avait annoncé, ainsi que nous l'apprend le hadith de la conquête, je cite, « Certes, la ville de Constantinople sera conquise. Quel excellent commandant que celui qui la conquérera, et quelle excellente armée que la sienne. » Vu sous cet angle, il ne fait aucun doute que la conquête ou la chute, tout dépend de quel côté des murs on se place, était une rupture qui marquait la fin d'une époque et l'aube d'une ère nouvelle. Et pourtant, toute rupture est vouée à porter des traces de continuité. Pour une ville comme Constantinople, le tissu urbain lui-même, de la topographie aux monuments, imposait une forme de permanence. Certains des monuments de la ville devinrent des spolia, des vaincus, et furent affichés comme tels jusqu'à ce qu'ils fussent appropriés par les traditions locales. La colonne serpentine, les obélisques, la colonne de Constantin, tout cela sur l'hippodrome de Byzance, furent ainsi intégrés dans le nouveau paysage culturel de la ville par le biais de l'histoire, de la tradition, d'adaptations religieuses et d'une bonne part de magie. Certains de ces monuments étaient bien trop puissants pour être avalés et digérés de la sorte. Ils s'imposèrent au point de devenir une référence nouvelle qui finirait par modeler une culture ottomane encore hésitante. C'est notamment le cas de la basilique de Sainte-Sophie qui fournit le modèle de base de la mosquée ottomane au point d'effacer tout souvenir de l'emploi premier de ce temple. À l'autre bout de l'éventail, les éléments qui manquaient furent créés de toutes pièces, tel le mausolée d'Abu Ayyub al-Ansari, situé au pied des murs de la ville, sur l'emplacement inventé, avec toute l'ambiguïté du verbe latin invenire, découvrir, mais aussi inventer, de la tombe d'un des compagnons du prophète ayant participé au premier siège de la ville par les Arabes en 674. C'est ainsi que la ville acquit son premier ancrage dans une tradition islamique qui lui faisait si méchamment défaut devant la puissance évocatrice du passé impérial et chrétien. La topographie de la ville ne faisait que renforcer la sensation de continuité et les arguments en sa faveur. Il suffit de mettre côte à côte la célèbre représentation de Constantinople dans les années 1420 tirée de l'Isolarium de Cristoforo Buondelmonti et celle datée d'environ un siècle plus tard par l'artiste ottoman Matrakçı Nasuh pour se rendre compte d'une continuité allant bien au-delà de la simple survivance de certains monuments et s'imposant jusque sur la manière dont la ville était représentée et dessinée sur le papier. Le toponyme de la ville était lui-même un élément déterminant de cette continuité, puisque le nom du fondateur éponyme fut conservé dans l'appellation officielle de la ville pendant près de 5 siècles, jusqu'à la fin de l'Empire. Le nom de Constantinie,
une forme évidemment arabisée de Constantinople, fut maintenue jusqu'à la fin de l'Empire et fièrement affichée sur les monnaies par la formule arabe « Duribe fi Constantiniye », soit « frappé à Constantinople », ainsi que l'illustre à gauche une pièce d'argent datant de 1733 ou à droite une pièce d'or de 1915. En fait, même le nom vernaculaire de la ville en turc, Istanbul, n'était qu'une déformation de l'expression grecque istinpoli, vers la ville, et devint l'appellation consacrée de la ville intramuros, le cœur de Constantinople. Cela étant dit, s'il est vrai que tous les exemples évoquent une forme de continuité entre Constantinople byzantine, la seconde Rome et la capitale ottomane, on peut légitimement se demander jusqu'à quel point Rome, la première, la vraie, faisait réellement partie de ce récit. En tant que nouveau venu sur la scène politique et stratégique de la région, les Ottomans avaient évidemment été confrontés à l'influence de l'Empire byzantin qui, bien que moribond, restait une référence aussi prestigieuse qu'incontournable. Les échanges culturels et les emprunts entre ces deux acteurs remontaient à bien avant la conquête de Constantinople. Les concepts de Rum et de Rumi, version arabisée de Rome et de romain, étaient omniprésents dans le tissu social et culturel de l'Anatolie depuis au moins le XIIIe siècle. Pourtant, ces deux termes, bien qu'étymologiquement reliés à Rome, notre Rome, n'avaient pas grand-chose à voir avec la ville éternelle, mais bien avec Roméos, le nom que se donnaient les Grecs de l'Empire romain d'Orient. Étant donné la place prépondérante occupée par la Rome d'Orient dans l'imaginaire politique de la région, il devient nécessaire de se demander jusqu'à quel point l'héritage de la première ou de la vraie Rome faisait vraiment partie de l'appareillage culturel dont disposaient les Ottomans durant cette phase précoce de leur aventure impériale. Évidemment, on peut toujours se reporter à la topographie de la ville pour étayer l'argument de la continuité. Après tout, Rome, la première, n'était-elle pas connue pour ses 7 collines qui en constituaient une sorte de marque de fabrique? Or, Constantinople, Istanbul, en avait le même nombre, ainsi que toutes les cartes tenaient à le montrer, insistant sur le fait que les sultans ottomans avaient couronné chacune de ces collines d'un monument, un palais ou le plus souvent une mosquée. Pourtant, toute personne connaissant un peu la topographie de la ville d'Istanbul sait que ces collines sont loin d'être évidentes à l'œil nu. Il faut à chaque fois les signaler. De plus, à la différence de celles de Rome, les collines de Constantinople n'ont jamais eu de nom, mais juste un numéro, ce qui semble prouver que l'objectif premier était avant tout de prouver qu'il y en avait bien 7. On cherchera en vain dans la littérature ottomane la moindre référence aux 7 collines. Non sans ironie, c'est bien après la chute de l'Empire ottoman que cette référence fera son entrée dans le répertoire turc. Le logo de la municipalité d'Istanbul, réalisé dans les années 1990 dans ce goût qui a toujours caractérisé la symbolique de l'État en Turquie, regroupe les éléments jugés les plus représentatifs de la ville. Des minarets, des coupoles, des murs crénelés et au milieu, 7 petites pyramides disposées en quinconce qui symbolisent les 7 collines. On peut évidemment se demander jusqu'à quel point cette notion a été vraiment intériorisée par la population. Mais il n'en reste pas moins que l'expression « Yedi Tepe », cette colline en turc, est assez connue pour donner son nom à une université privée et ainsi que le révèle une brève recherche sur le web, la source de toutes les connaissances, un fabricant de portes blindées, un transporteur
un petit hôtel en banlieue et un fabricant de tomates séchées. Le premier prix, toutefois, va à la présidence de la République, puisqu'une série de concerts populaires intitulés « Concerts des Sept Collines à Istanbul » furent organisés récemment sous les auspices du président Erdogan, pourtant peu connu pour ses sympathies pour Byzance, pour Rome ou pour l'Europe en général. Faut-il en conclure que la recherche d'une connexion avec Rome n'est qu'une quête futile dont on ne peut tirer que quelques traditions inventées, empruntées à l'Occident et faisant partie de la vaste panoplie de la modernité et de l'occidentalisation des 2 derniers siècles? Pas vraiment. Si on se penche sur un individu particulier, le sultan Mehmed II, le conquérant, entre guillemets, lui-même, qui semble avoir développé un intérêt et un goût authentique pour Rome et pour l'histoire et la symbolique romaine. Du moins, dans les limites de ce qui lui paraissait utile pour promouvoir sa propre image en tant que nouveau et puissant acteur sur la scène internationale. Évidemment, il fallait plus que le seul sultan pour bâtir cette image. Il fut aidé dans cette tâche par des gens qui étaient certainement plus au courant que lui du matériau disponible. Michel Critobule, Michalis Kritovoulos, d'Imbros, de l'île d'Imbros, était de ce nombre, cet historien grec qui se dédia à servir la ville et son nouveau maître. Sa chronique du règne de Mahomet II, rédigée une douzaine d'années après la conquête, est une excellente entreprise de relations publiques, faisant usage de nombreuses références historiques afin de bâtir et polir la réputation du jeune souverain. Un exemple typique en est les paroles qu'il met dans la bouche du sultan lorsqu'il harangue ses troupes avant l'assaut final de la ville assiégée. Je cite, « Cette grande et populeuse cité capitale des anciens Romains, je vous la donne à piller dans toute sa richesse d'hommes, de femmes, d'enfants et d'autres atours. Vous en serez satisfaits et laisserez à vos enfants de grandes richesses. Mais le plus grand honneur est que vous allez prendre une ville dont la renommée s'est répandue jusqu'aux confins du monde. » Fin de citation. Étaient-ce là ces véritables paroles? Il est certain que la promesse de butin était un argument de taille pour galvaniser les troupes, mais pour ce qui est de la gloire de conquérir une ville à l'histoire prestigieuse, je pense qu'il faut se contenter de remarquer « Se non è vero, è ben trovato ». Car il est clair que Kritovoulos tenait absolument à faire une place à son maître dans le grand récit historique de l'Occident. La conquête de Constantinople ne présageait-elle pas que Mehmet était en train de rebâtir l'empire dont il avait pris la capitale? Le sultan lui-même avait tenu à inclure dans sa titulature une formule qui en disait long sur sa propre perception de sa nouvelle destinée. Caesare Rum, soit le César de Rome. Le message fut clairement reçu en Italie, où l'humaniste vénitien Lauro Quirini écrivait, je cite, « Il tire une grande arrogance de la perte de Constantinople et il semble que dans peu de temps, il deviendra maître du monde. Il se vante même de son intention de marcher sur Rome dans moins de 2 années. » Le Vénitien Zorzi Dolfin notait dans sa chronique que selon son médecin, Giacomo Languschi, le conquérant prétendait qu'il ne devait y avoir qu'un empire, qu'une foi et qu'une monarchie. Aspirant à la gloire d'Alexandre, il se faisait lire les classiques, Laërce, Hérodote, Tite-Live, Quinte-Curse, ainsi que les chroniques des papes, des empereurs et des rois de France. Il s'instruisait au sujet de la géographie de l'Italie, tenait à savoir à quel endroit Anchise et Énée avaient atterri et où se trouvaient les sièges du pape et de l'empereur. Effrayé, Dolfin concluait « C'est avec un tel homme et ainsi fait que nous, chrétiens,
avons affaire. Beaucoup, tels Niccolò Sagundino et Adamo di Montaldo, insistaient sur le fait que Mehmet était fasciné par deux héros, Alexandre et César, dont il avait fait traduire les histoires. C'était là toute l'ambiguïté du personnage, puisqu'il puisait son inspiration à la fois en Occident et en Orient. Héritier de Rome par sa victoire, il avait toutefois des visées sur la Rome originelle, tel un Alexandre qui se lancerait à la conquête de l'Occident au lieu de l'Orient. C'est ainsi que Critoboulos, encore, dont le but premier était évidemment d'encenser son maître, lui attribue une épiphanie historique lorsque, en route pour conquérir l'île de Lesbos, il s'arrêta à Ilium pour se recueillir sur les tombes d'Achille, d'Ajax et des autres héros de la guerre de Troie. Son chroniqueur lui prête des paroles hautement symboliques. Je cite à nouveau: « Dieu m'a réservé, après tant d'années, le droit de venger cette cité et ses habitants, car j'ai vaincu leurs ennemis, pillé leurs villes et en ai fait le butin des Mysiens. Ce furent les Grecs, les Macédoniens, les Thessaliens et les Péloponnésiens qui ravagèrent ce lieu dans le passé et dont les descendants, après bien des années, et grâce à mes efforts, ont payé la juste sanction des injustices qu'ils avaient commises à cette époque et si souvent par la suite envers nous, les Asiatiques. » Fin de citation. Critoboulos n'inventait rien. En fait, il reprenait une théorie médiévale qui faisait des Turcs des descendants des Teucriens, un nom donné aux Troyens par référence au premier roi mythique de la Troade, Teucros. Or, cette théorie commençait à dater et ainsi que l'a montré Margaret Meserve, avait cédé la place à une vision beaucoup plus turcophobe qui liait ce peuple aux Scythes et faisait d'eux des barbares par excellence. L'un des auteurs qui défendait cette thèse était Niccolò Sagundino, qui avait écrit en 1456 un traité allant dans ce sens sur la demande d'Enea Silvio Piccolomini, évêque de Sienne. Or, ce dernier deviendrait pape 2 ans plus tard sous le nom de Pie II, et c'est en tant que chef de l'Église qu'il écrivit son Epistola a Maometto, cette célèbre épître envoyée en 1461 à Mehmet II, dans laquelle il l'encourageait à se convertir à la foi chrétienne pour assurer, tel un nouveau Constantin, sa domination sur les territoires qu'il avait conquis. Haine et admiration, crainte et curiosité, les sentiments de l'Europe envers le conquérant de Constantinople étaient ambigus. Mais c'est aussi en Italie qu'ils trouvèrent leur expression la plus flatteuse dans une série de médailles et de portraits créés vers la fin du règne de Mehmet II par des artistes commandités par Venise et par Florence. La plus connue des médailles est celle de Gentile Bellini. L'avers de ce bel objet comporte un profil du sultan déjà âgé, entouré de la mention « Magni Sultani Mohammeti Imperator » ou « Au grand sultan et empereur Mehmet ». Le revers, encore plus sobre, n'affichait que 3 couronnes superposées, encadrées par les titres de Bellini, chevalier vénitien et comte palatin. Cet objet reconnaissait le conquérant de Constantinople à la fois comme un souverain oriental et comme un empereur, héritier de Byzance et par conséquent de Rome. Les 3 couronnes, que l'on voit aussi sur le portrait que le même artiste fit du sultan, représentaient ces 3 domaines ou royaumes, l'Asie, Trébizonde et la Grèce. Notons que l'inscription sur le tableau l'appelle Imperator Orbis, ou empereur du monde. Une seconde médaille par l'artiste florentin Bertoldo di Giovanni comportait un portrait fort similaire du sultan, encerclé par un texte qui l'identifiait explicitement comme empereur d'Asie, de Trébizonde et de Grèce. Sur le revers, beaucoup plus travaillé, il était représenté en triomphateur romain sur un char tiré par des chevaux menés par Mars, tenant une victoire à la main et traînant 3 femmes couronnées
et asservis, représentant, encore une fois, ces trois royaumes. Au bas, deux figures allongées symbolisaient la terre et la mer, renforçant ainsi son image de conquérant du monde. Enfin, une troisième médaille, datée de 1481 et signée par Costanzo da Ferrara, représentait le sultan vieilli comme Byzantii Imperator, ou empereur de Byzance, tout en rappelant sa lignée en l'appelant Oktomani-Uguli, de toute évidence une déformation de Osman Oğlu, ou fils d'Osman en turc. Tout comme Bellini, Costanzo da Ferrara avait résidé à Istanbul et avait été fait chevalier par Mehmed, encore une indication de la prétention de ce dernier à exercer son pouvoir sur des territoires et des personnes en Europe. Tous ces témoignages, prétentions et symboles prouvent à quel point le conquérant était devenu la cible du public occidental et d'efforts visant à construire son image. Y avait-il lui-même contribué ou s'agissait-il surtout du résultat d'une fascination mêlée de crainte et d'effroi provenant des princes, intellectuels et artistes européens, surtout italiens ? Il ne fait pas de doute que ces derniers jouèrent un rôle central dans ce phénomène, ainsi que le laisse entendre le silence relatif des sources ottomanes à cet égard. Mehmed lui-même était vraisemblablement personnellement impliqué dans ce processus, mais il est tout aussi clair que le message était avant tout destiné à un public occidental, avec peu ou pas de retombées sur ses propres domaines et sujets. Certes, il était désormais confronté à la tâche de faire de son État un empire, notamment en intégrant les vestiges de l'Empire byzantin dans un système digne de cet héritage. Les capitulations accordées aux Génois en étaient un exemple, de même que la création d'un patriarcat grec orthodoxe qui s'inscrivait pleinement dans une logique de continuité avec la tradition byzantine du césaropapisme. Une mosaïque du patriarcat, il est vrai bien plus tardive, illustre parfaitement cette fiction, en prêtant au sultan des paroles dignes d'un Basileus, soit le patriarche ayant tous les privilèges de ceux qui t'ont précédé. Belle manière de promouvoir l'idée d'une lignée ininterrompue d'un empire à l'autre. Pourtant, lorsqu'il s'agissait d'établir des comparaisons et de revendiquer un héritage historique dans son propre contexte culturel, ce n'est pas à César ou à tout autre empereur romain que Mehmed faisait appel, mais bien à Alexandre, Iskender en turc, le seul et unique conquérant du monde qui avait acquis une place d'honneur dans la tradition islamique, même si c'était au prix d'être redéfini comme un héros, voire un prophète de l'islam. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus lors de ma prochaine conférence. Dès lors, s'il est indéniable que des références romaines doublées de la tentative ambitieuse mais avortée de créer une tête de pont à Otrante pour ensuite marcher sur Rome faisaient bien partie de la rhétorique impériale de Mehmed II, celle-ci resta fort symbolique et dirigée presque exclusivement vers un public occidental. Étrangement, ce n'est que des siècles plus tard, plus précisément à partir de la seconde moitié du XXe siècle, que le règne de Mehmed II serait réévalué et en grande partie réimaginé, afin d'en tirer l'image d'un prince de la Renaissance comparable à ses contemporains européens dans ses ambitions intellectuelles et artistiques. C'est ainsi qu'on a voulu voir dans des gribouillages et des barbouillages attribués à son adolescence les signes d'un génie en gestation et dans ses connaissances probablement limitées en grec et en latin, l'apanage d'un humaniste aux intérêts universels. Certains auteurs turcs allèrent jusqu'à voir dans une traduction très douteuse d'un de ses poèmes la preuve de ce qu'il s'était secrètement converti au christianisme. C'était là les jours où la version kémaliste de l'histoire dominait encore.
Cette histoire, qui louait la montée en flèche du pouvoir des Turcs ottomans jusqu'au règne de Soliman le Magnifique, et expliquait le déclin qui s'était ensuivi par l'emprise de l'islam sur le système et par le retard pris sur une Europe sur le chemin de la modernité et de l'impérialisme. Il faut se souvenir que le désir de la Turquie de s'intégrer dans le grand récit de la réussite et de la modernité occidentale était tel que les manuels scolaires n'hésitaient pas à présenter la conquête de Constantinople comme une contribution turque à la modernité européenne, en expliquant qu'en causant la fuite des savants grecs vers l'Italie, cet événement avait déclenché la Renaissance. La mort de Mehmed en 1481 mit fin au flirt avec l'Occident et aux références romaines et italiennes. Son fils, Bayezid, fut tenu responsable d'un retour de bâton conservateur, et cet aspect sombre, entre guillemets, de sa personnalité fut d'autant plus accentué par le traitement qu'il réserva à son frère et rival, Cem Dizim, qui se réfugia en Europe et fut ballotté entre diverses cours d'Europe. Non sans ironie, c'est en Italie qu'il termina ses jours comme otage de la papauté que Bayezid avait abreuvé d'or et de reliques afin que son frère fût maintenu en captivité. Faudrait-il voir dans ces sommes encore une contribution turque à la Renaissance ? Après cet interlude conservateur et les aventures de Sélim Ier en Arabie, le règne de Sulayman, connu en Europe sous le nom de Soliman le Magnifique, fut témoin du renouveau de l'intérêt des Ottomans pour les symboles et allégories romaines. C'est à nouveau d'Italie, ou plus précisément de Venise, que déferla cette nouvelle vague sous la forme d'une éblouissante et stupéfiante couronne créée en 1532 pour le sultan. L'objet en question était un couvre-chef étrange et hybride, à la fois casque, couronne et tiare. Des dessins contemporains montrent un casque muni de couvre-nuque d'une hauteur impressionnante sur lequel venaient s'encastrer 4 couronnes superposées. L'historienne Gülru Necipoglu voit dans cet extravagant couvre-chef un défi lancé en même temps à la tiare pontificale ou triple couronne et à la couronne impériale. Ces travaux montrent que cette tiare casque, couronne, fut créée à un moment où une série d'événements remettait les références romaines et impériales à l'ordre du jour. En 1532, l'année même où cette tiare fut fabriquée, lorsque Soliman traversa Belgrade en route pour Vienne, du moins il l'espérait, les rues de la ville avaient été décorées d'arcs, je cite, à la manière des anciens triomphes romains. À Niche, où les envoyés des Habsbourg furent invités, en fait obligés, à observer la parade du haut d'un minaret, ils portaient, je cite, uno turbante grandissimo involtato con una corona d'oro. Ce n'est pas un hasard que des rumeurs commencèrent alors à circuler sur son intention d'envahir les Pouilles, comme son arrière-grand-père, et sur ce qu'il ne cessait de s'écrier à Rome, tout en se faisant appeler César. Nous voilà à nouveau confrontés à un phénomène très similaire d'un message qui n'a d'autre cible qu'un public occidental sans avoir de véritable sens dans le contexte de l'Empire même. En effet, nous ne trouvons pas la moindre trace textuelle ou visuelle de cette tiare monumentale ou de ce cérémonial si évidemment emprunté au répertoire symbolique des Habsbourg ou de la papauté. Posons-nous la question, que signifie le fait que c'est uniquement en fouillant dans les sources européennes que des historiens sont parvenus à découvrir ces médailles, ces portraits, ces couronnes et ces arcs de triomphe? L'implication évidente est que toutes ces images et références étaient destinées à un public bien particulier, celui des souverains, hommes d'État, diplomates et intellectuels d'Occident, avec lesquels les Ottomans,
ou en tout cas Soliman le Magnifique, avaient choisi de communiquer par le biais de leur propre grammaire, vocabulaire et symbole du pouvoir. En d'autres termes, tout ce matériau était bon pour l'Occident. Il constituait une forme de propagande conçue pour des étrangers et qui ne pouvait trouver le moindre écho à Istanbul et dans les domaines du sultan. Soliman avait-il réellement porté cette tiare ou s'agissait-il d'un objet dont la seule fabrication et représentation dans des gravures européennes suffisait à envoyer un puissant message à l'intention de Charles Quint et de Clément VII, qui étaient directement visés par son symbolisme outrancier? Après Soliman, en fait, dès la fin de son règne, ces messages dirigés vers l'Occident s'amenuisèrent au fur et à mesure que les rêves ottomans de conquête et les craintes européennes d'invasion disparaissaient. Si certaines de ces images survécurent, ce fut après des manipulations qui les transformaient en instruments de propagande contre l'Empire ottoman. Exemple frappant, sur une gravure allemande, la couronne de Soliman fut recyclée moins d'un siècle plus tard pour coiffer son descendant Ahmed Ier, qui, perdant les titres d'imperator ou de rex, dont jouissaient ses ancêtres, se voyait décrit comme Turcarum tyrannus, le tyran des Turcs. La crainte et l'admiration que des siècles précédents cédaient la place à la haine et au mépris, éliminant ainsi tous les efforts précédents de trouver des ressemblances pour les remplacer par des éléments soulignant l'altérité. Souvenons-nous de ce qu'en créant la notion de despotisme oriental, les Lumières mettraient les Ottomans au banc de l'humanité, tel Voltaire qui, reprenant l'identification des Turcs avec les Scythes, déclarait, je cite, « Ce grand continent de la Tartarie, bien plus vaste que l'Europe, n'a jamais été habité que par des barbares. Leurs antiquités ne méritent guère mieux une histoire suivie que les loups et les tigres de leur pays. » Pendant ce temps, dans l'Empire ottoman, un phénomène similaire semble avoir réduit considérablement l'intérêt, même limité, que les Ottomans avaient montré pour le passé byzantin, romain et grec. D'un sultan commanditant des traductions de l'Iliade d'Homère et de l'Anabase d'Arien, on en était arrivé à un environnement culturel plongé dans les eaux troubles des mythes et des légendes, où la fondation de Constantinople était attribuée à Salomon, à Alexandre, ou le plus souvent à un souverain mythique du nom de Yanko bin Madian, peut-être une forme dérivée de Nicomédie et de son fondateur éponyme, Nicomède de Bithynie. Evliya Çelebi était un de ces auteurs du XVIIe siècle qui illustrait parfaitement cette ignorance. Malgré des échanges avec des intellectuels grecs, il était incapable de proposer un récit cohérent de l'histoire pré-ottomane et pré-islamique des terres qu'il décrivait dans son récit de voyage. Rome n'y apparaissait pas, si ce n'est pour de rares et ambiguës références à Rim Papa, pour parler du pape et de la papauté, et encore plus rarement à un vague mythe de la pomme rouge, Kızılelma, l'image fuyante d'un lieu à conquérir, parfois identifié comme Rome, ou plus précisément comme la basilique Saint-Pierre. Bien sûr, quelques rares exceptions ne font que confirmer la règle. Hezarfen Hüseyin, contemporain d'Evliya Çelebi, auteur d'une histoire intitulée « Une enquête sur l'histoire des rois », avait réussi, grâce à ses contacts dans les cercles phanariotes grecs, à y inclure une histoire de Rome depuis la guerre de Troie jusqu'à Romulus et Rémus, et de là jusqu'à Constantinople, avec Maxence comme tournant décisif menant à la fondation de l'Empire byzantin par Constantin. Bien que de qualité inégale, cet ouvrage avait le mérite de reposer sur des informations glanées auprès de Panayotis Nikousios, qui occupait le poste de premier drogman de l'Empire. Hezarfen Hüseyin brille telle une étoile solitaire, tout comme le célèbre mais unique Mahmoud Efendi, cadi, juge
d'Athènes, dont on connaît l'histoire de la cité des sages, une histoire d'Athènes qu'il rédigea avec l'aide de 2 moines grecs de la ville. Mais ces exemples montrent que, d'une manière générale, le peu d'ouverture sur la culture occidentale qui existait au XVe et XVIe siècle avait en grande partie disparu pour être remplacé par une attitude beaucoup plus pragmatique et par un repli sur soi dénotant une perte d'intérêt pour tout ce qui n'avait pas d'incidence directe sur les priorités de l'Empire, sans se soucier de la dimension historique, culturelle ou intellectuelle de ces transferts. Pourtant, les inspirations et les influences d'Occident ne manquent guère. Ce qui manque, c'est le contexte dans lequel elles s'inscrivent. Dans le cas de l'architecture, certains emprunts peuvent être mis en rapport avec des échanges concrets, tels les plans des jardins de Versailles rapportés de Paris en 1721 par un ambassadeur ottoman et ayant inspiré le réaménagement du palais de Karathâné ou des eaux douces. Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'engouement ottoman pour un baroque probablement inspiré d'exemples italiens, nous manquons de la moindre information permettant d'expliquer les dynamiques de ces emprunts. La mosquée de Nur Osmaniye, achevée en 1755, en est un exemple flagrant qui brise le canon architectural ottoman en introduisant des éléments ouvertement baroques, particulièrement sa surprenante cour en fer à cheval. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que la bibliothèque de ce même complexe fut construite sur un plan copié sur celui de l'église romaine de San Carlo alle Quattro Fontane par Carlo Borromini, réalisé environ un siècle auparavant. Et devant l'absence de la moindre documentation sur ce projet, à part une vague référence à un architecte grec du nom de Siméon, comment devons-nous traiter ce cas isolé et décontextualisé de la transposition d'un monument romain dans le tissu urbain d'Istanbul au XVIIIe siècle, de plus par le biais d'une mosquée impériale ? Je suis de ceux qui préfèrent se concentrer sur la moitié vide du verre lorsqu'il s'agit d'évaluer les efforts tardifs des Ottomans à rattraper ou à émuler l'Occident. La bibliothèque de la Nur Osmaniye fut certainement pensée et dessinée par quelqu'un qui eut un accès intelligent et inspiré au plan d'une église romaine, mais elle avait fini par passer entre les mailles d'un environnement culturel démuni des moyens et de la volonté d'en apprécier le véritable contexte. C'est pourquoi je ne suis pas surpris de voir que l'historien Şahanizade Ataullah Efendi, généralement encensé comme l'un des acteurs des Lumières, entre guillemets, ottomanes du début du XIXe siècle, s'avère avoir eu une connaissance extrêmement partielle et superficielle de la plupart des notions de base de l'histoire de l'Europe et du reste du monde, à commencer par celle de Rome. Il y a de cela quelques années, lorsque j'ai exposé son double délit de plagiat et de distorsion à l'égard de Voltaire et de son article « Histoire » dans l'encyclopédie, j'ai dévoilé ses lacunes, pour ne pas dire son ignorance presque complète, concernant les références historiques du philosophe. S'il parlait de Romulus, il l'appelait le fils de l'étoile Mars, et allaité par une louve, il avait sauté tout un paragraphe relatif aux Sabines et à Tarquin l'Ancien. Là où Voltaire parlait du temps des Césars, du temps de César, Jules pour les amis, Şahanizade traduisait par l'époque des Césars, prouvant qu'il ne connaissait de ce nom que le sens générique d'empereur. Et enfin, il se révélait incapable de distinguer les Romains des Grecs et les appelait indifféremment Roumian, Romains, ou Roméos, sans aucun rapport avec une volonté de souligner une forme de continuité impériale. Bref, Şahanizade illustre à la perfection ce que les Ottomans, surtout musulmans, avaient perdu en connaissance depuis leur irruption dans le grand récit impérial. Si Rome et Byzance avaient fini par disparaître des connaissances historiques des Ottomans,
Elles revinrent au galop par le biais de l'occidentalisation, dès le milieu du XIXe siècle. En 1847, la restauration de Sainte-Sophie par l'architecte Gaspare Fossati, sous les auspices du sultan Abdülmecid, fut un geste qui renouait symboliquement avec le passé byzantin, même s'il est vrai que c'était une mosquée qui était restaurée et que les mosaïques et fresques, après avoir été relevées dans un prestigieux volume, furent à nouveau recouvertes de plâtre. Dans un registre plus abstrait, en forçant les Ottomans à réviser leur historiographie à l'aune de l'Europe, l'occidentalisation permit à Rome, au Moyen Âge et à Byzance de ressurgir, même modestement, dans des ouvrages qui se voulaient désormais modernes. Enfin, au fur et à mesure que se développait l'archéologie et la muséologie, sous tutelle ou sous influence européenne, le patrimoine gréco-romain et byzantin de l'Empire se fit de plus en plus visible. Le musée impérial de Constantinople s'enrichit ainsi d'objets et de collections qui, à l'image des musées occidentaux, retraçaient les étapes historiques des territoires sous domination ottomane, même s'il est vrai que ce musée avait la particularité assez remarquable de ne pas avoir de visiteurs, hormis un petit nombre d'étrangers curieux de passage à Istanbul. C'est là une question que je laisse pour ma 3e conférence au mois d'avril. Il est frappant de voir toutefois que le XIXe siècle fut témoin de la réapparition de Rome sur la scène politique d'Orient par le biais de la diplomatie. La création et la reconnaissance dans les années 1830 d'une nation, millet, catholique dans l'Empire ottoman, fit du Saint-Siège un interlocuteur légitime de la Sublime Porte. Les relations entre les deux puissances atteignirent un sommet symbolique en 1892 lorsque le sultan Abdülhamid II, que l'on identifie généralement avec la montée de l'islamisme et du panislamisme, fit don au pape Léon XIII de la stèle funéraire de saint Abercius, évêque d'Hiérapolis vers la fin du IIe siècle, découverte une dizaine d'années auparavant. C'est ainsi que la mention d'Imperator Turcarum refit son apparition dans le Museo Pio Cristiano du palais de Latran sur une plaque commémorant cette acquisition. Tout aussi surprenante, 2 plaques posée lors de la reconstruction en 1904 de l'église Sainte-Marie d'Apéris dans le quartier, entre guillemets, européen de Pera, à Istanbul, évoquent l'une, le même sultan en tant que Byzantii imperante, et l'autre, le pape Pie X, Romae sedente. Les Ottomans en étaient-ils arrivés à se réconcilier avec le passé préislamique de leur capitale et à revendiquer un héritage byzantin et romain comme faisant partie intégrante de leur propre histoire? Pas vraiment, car c'eût été ignorer l'impact d'une atmosphère viciée par des courants idéologiques traversant ce que l'on appelait alors la question d'Orient. Depuis les années 1870, surtout après les massacres de Bulgarie en 1876, l'Empire ottoman était devenu la cible d'une opinion publique occidentale de plus en plus négative, tandis que le sultan Abdülhamid se repliait sur l'islamisme et la violence sectaire pour tenter de sauvegarder son empire en perdition. Cette divergence était parfaitement illustrée par 2 versions d'une même scène de la prise de Constantinople. En 1876, à gauche, Benjamin Constant l'avait dépeinte avec une sombre violence incarnée par les cadavres de femmes et de prêtres qui jonchaient le sol devant Mehmed II sur son destrier noir, entouré de guerriers au physique menaçant, empruntés à un répertoire orientaliste très hétéroclite. En 1903, c'est un artiste italien, Fausto Zonaro, peintre du sultan, qui riposta par une toile qui, tout en conservant le caractère général de la scène, la radoucit de manière radicale en remplaçant la fantaisie par une exactitude documentaire, la férocité par un calme souverain, la violence gratuite par un symbolisme
purement martial et, détail frappant, le noir de la robe du cheval par une blancheur immaculée. Ce n'était là que le début d'un divorce qui ne ferait que s'aggraver avec la montée des nationalismes dans les Balkans et dans l'Empire même. La défaite face à l'Italie et la perte de la Tripolitaine en 1912, suivie d'une débâcle dans les Balkans en 1913, avait aiguisé les sentiments de la population musulmane de l'Empire qui avait trouvé dans le nationalisme turco-islamique le moyen d'exprimer son ressentiment qui acquit rapidement un vernis historique. C'est ainsi qu'en 1914, 460 ans après l'événement, la conquête de Constantinople fut commémorée pour la première fois avec des relents de revanchisme qui préfiguraient le sort que le gouvernement ottoman souhaitait réserver aux communautés non musulmanes de l'Empire. La défaite de 1918, suivie de l'occupation par les forces de l'Entente auxquelles se joignit la Grèce, ne fit qu'envenimer la situation. Le divorce avec le passé paraissait désormais irréversiblement consommé. La lutte engagée par les forces nationalistes d'Anatolie contre l'occupant et plus particulièrement contre la Grèce n'avait fait que renforcer la haine qui dominait les cœurs et les esprits d'une population qui s'agrippait aux derniers vestiges de l'Empire ottoman. Pourtant, en tant qu'État successeur de cet empire déchu, la République de Turquie parvint à inverser ce courant sous la poussée du régime autoritaire qui prit les rênes du pouvoir vers la fin des années 1920. Dans sa course effrénée vers la modernité, poussée par un désir de reconnaissance par l'Occident et une volonté de réinventer la nation en coupant les ponts avec le passé récent et l'islam, la Turquie kémaliste se devait de renouer avec un passé qui lui conférait une légitimité historique aux yeux de la communauté des nations civilisées. L'organe de propagande du régime, la Turquie kémaliste, résumait fort bien ce nouvel engagement. Il s'agissait d'une part de promouvoir l'image d'un futur presque soviétique fait d'usines et de tracteurs, mais de souligner en même temps les liens solides que le régime maintenait avec le passé et des pratiques culturelles qui faisaient écho aux valeurs fondatrices de l'Europe du XXe siècle. On comprend dès lors que l'accent ait été mis sur la conservation et la valorisation de l'héritage gréco-romain, même si le véritable défi était d'ancrer la nation turque au plus profond de l'Anatolie en revendiquant une parenté aussi ambitieuse qu'improbable avec les civilisations qui avaient pu échapper aux grands récits européens, hittites, sumériens, voire étrusques, ce qui n'était pas sans rappeler les thèses farfelues du Moyen-Âge concernant les origines troyennes des Turcs. Pour prouver son engagement dans cette voie, le gouvernement kémaliste réalisa un acte tout à fait extraordinaire. En 1934, à la suite de la restauration de ses fresques et mosaïques, Sainte-Sophie fut désacralisée et convertie en musée. Le geste était hautement politique, il s'agissait de donner à l'Europe un message de communion, mais aussi de lancer un défi aux éléments conservateurs du pays qui tentaient de faire opposition à l'occidentalisation et, surtout, à la laïcité qui leur était imposée par un régime autoritaire, le kémalisme. La laïcité kémaliste était essentiellement cosmétique. Et son but principal était d'empêcher l'islam d'accéder à la scène politique. L'intensité de cette tension sous-jacente de la politique turque explique en partie que de tous les mouvements de contestation qui s'opposèrent à l'appareil juridico-militaire mis en place pour la sauvegarde du système autoritaire kémaliste, ce fut l'islam politique, toujours doublé de nationalisme, qui réussit à s'ancrer le plus profondément dans la société turque et qui, à long terme, finit par remporter cette guerre d'usure. L'image des perpétrateurs du pogrom de 1955 contre les Grecs et autres non-musulmans d'Istanbul, brandissant à la fois le drapeau national, une photo d'Atatürk et le célèbre portrait de Mehmet II par Bellini, donne un avant-goût de cette synthèse turco-islamique qui
à partir des années 1980, dominera l'aile conservatrice de la politique turque. Il ne faut pas s'étonner de voir que le combat fut mené sur un terrain idéologique parsemé de symboles historiques forts. Sainte-Sophie y figurait en bonne place, revendiquée en tant que mosquée depuis les années 1950 et de plus en plus fréquemment au fur et à mesure que l'islam politique se libérait de ses entraves. Le web se fit le véhicule d'images de plus en plus criardes qui combinaient l'image du monument avec des symboles facilement reconnaissables, à commencer par le drapeau et bien sûr divers portraits de Mehmed II. La conquête de la ville, que l'on recommença à célébrer à l'occasion de son 5e centenaire en 1953, se transforma en une fête de plus en plus grandiose, de plus en plus nationale, de plus en plus kitsch. Le dernier acte de cette saga idéologique eut lieu le 10 juillet 2020, lorsque, en pleine pandémie, le musée de Sainte-Sophie fut reconverti en mosquée par le président Erdogan lors d'une cérémonie censée marquer la reconquête d'une ville que l'on possédait en fait depuis 567 années. Toute trace de continuité entre les trois Roms avait ainsi été effacée pour céder la place à une rupture digne de la théorie jadis décriée de Samuel Huntington concernant le choc des civilisations. Je vous remercie pour votre patience et votre attention. Merci.